6 mai 2026, nous sommes dans la 5e année, et aujourd'hui c'est le 72e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous présente le point de situation. Dans ce rapport, nous évoquerons la peur des attaques de drones, du 9 mai des attaques de drones, et une série de frappes très intéressantes en Crimée, et d'autres sujets. Nous examinerons les gains de terrain demain, car des attaques sont actuellement signalées dans un endroit normalement assez isolé du théâtre principal, et elles ne sont pas encore terminées. C'est pourquoi tout cela devra attendre le prochain point de situation, sinon il ne s'est pas passé grand-chose sur le front. Restez donc avec nous, attendez demain avec impatience. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères accuse la Russie d'avoir pratiquement rompu immédiatement une trêve précédemment convenue. Il s'agit bien sûr de la trêve du 5 au 6 mai que l'Ukraine avait instaurée. Selon lui, malgré la trêve annoncée, des attaques massives ont continué pendant la nuit. Il parle de plus de 100 drones, plusieurs missiles qui auraient été utilisés pendant des heures. Les villes de Kharkiv et de Zaporijia, entre autres, auraient été touchées. Ils ont réussi à toucher une école maternelle à Soumy. Il y a également eu une attaque aux bombes planantes des forces russes dans la ville de Droujkivka. Les impacts ont provoqué d'importants incendies et causé de graves destructions dans la ville. Et cela un jour où la Russie aurait pu prouver le contraire, justement pour faire en sorte que lors de leur parade du 9 mai, il n'y aurait définitivement aucun incident. Pour Kiev, c'est désormais bien plus qu'un simple incident militaire. La direction ukrainienne remet ainsi directement en question la crédibilité des déclarations russes concernant une éventuelle trêve du 8 au 9 mai, surtout en ce qui concerne la parade du 9. En mai, on reproche maintenant à Moscou d'être davantage intéressé par le bon déroulement du défilé militaire que par une véritable désescalade. Ainsi, l'Ukraine a également la parade am 9. Mai ohne Probleme stören. Les drones n'ont même pas besoin de toucher leur cible. L'alerte aérienne ou le bruit d'une interception suffit largement. En même temps, il existe de nombreuses autres cibles intéressantes en dehors de Moscou, qui sont désormais moins bien protégées. Nous avons déjà examiné ce problème du côté russe la dernière fois. S'ils déplacent des systèmes de défense aérienne, alors il ne leur en reste plus ailleurs, car c'est à peu près là où nous en sommes actuellement. Dans les derniers rapports, nous avons également examiné à plusieurs reprises d'autres informations, mais un aspect important n'a pas encore été abordé jusqu'à présent. Bien sûr, il est avantageux pour l'Ukraine, d'un point de vue psychologique, d'attaquer le défilé. Cela montre que le pays, qui mène une lutte défensive depuis 1533 jours contre ce qui était alors la deuxième armée la plus puissante du monde, serait capable d'atteindre la ville la mieux protégée de Russie avec des drones. Et le fait même qu'il suggère quelque chose comme ça a du sens, puisque la Russie continue de renforcer la ville, et des systèmes importants sont déplacés vers d'autres endroits. Donc cela a du sens. Mais il y a un troisième point, un que nous n'avons pas encore vraiment examiné. Jusqu'à présent, la probabilité d'une tentative de coup d'État au sein de la direction russe est plus élevée que jamais. Pendant des années, le modèle du Kremlin reposait principalement sur le contrôle, la stabilité et l'image de la force. Mais cette image commence maintenant à se fissurer. Les tensions internes augmentent. Dans les coulisses, il semble qu'il y ait de plus en plus de mouvements au sein de l'élite. Il y a des rapports faisant état de lutte de pouvoir, de méfiance mutuelle et même de rumeurs concernant d'éventuels scénarios de coup d'État. L'État renforce sans cesse les mesures de sécurité et l'isolement, ce qui est particulièrement frappant. Plus un système tente d'imposer visiblement le contrôle, plus la peur de le perdre devient évidente. Parallèlement, la pression extérieure continue d'augmenter. Les attaques ukrainiennes visent de plus en plus l'intérieur de la Russie. Des raffineries, des aérodromes, la logistique ferroviaire, des systèmes de défense aérienne, même loin derrière le front, sont désormais touchés. Ils ne sont plus jugés sûrs. S'ajoutent des attentats et actes de sabotage qui prouvent une vulnérabilité accrue du système. Moscou est notamment très sensible à cet égard. En effet, si des attaques de drones réussies avaient lieu précisément autour du défilé de la journée de la victoire, cela aurait un impact symbolique énorme. Parce que cela toucherait directement la promesse centrale du Kremlin, à savoir garantir la sécurité et le contrôle. Si même la capitale ne peut pas être entièrement protégée pendant la fête militaire la plus importante du pays, ce serait un signe visible que cette guerre a déjà atteint la Russie elle-même depuis longtemps. Et c'est précisément là que réside le véritable problème pour Poutine. La guerre continue, sans succès décisif. Sur le front, la stagnation menace tandis que les coûts augmentent sans cesse, économiquement, militairement et surtout politiquement.
De nombreuses personnes dans le système réalisent maintenant que la voie actuelle menace non seulement l'avenir de la Russie, mais aussi leur propre position. Longtemps, beaucoup pensaient que Poutine avait au moins un plan à long terme, même si ce plan consistait simplement à poursuivre la guerre indéfiniment. Mais il semble qu'aujourd'hui, des doutes grandissent au sein de la Russie quant à l'existence même de ce plan, et lorsqu'un appareil de pouvoir commence à douter de sa propre direction, alors il se crée quelque chose qui peut devenir particulièrement dangereux pour un système autoritaire. L'incertitude au sein même de l'élite. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises que cela serait plus grave pour la Russie qu'une capitulation sur le front. Mais à propos du front, comment ça se passe au front, pour le dire simplement? Les deux camps ne sont pas en bonne posture. Ce n'est pas parce que les Russes n'obtiennent pas de percée que tout va bien du côté ukrainien. Bien au contraire. Pour l'Ukraine, l'absence d'avancée russe sur le front est un succès, tandis que les drones ukrainiens frappent des dépôts de pétrole et des raffineries dans l'arrière-pays, accentuant la pression. Jusqu'à présent, ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs de guerre, mais ils doivent progresser sur le front, alors que des dépôts comme celui de Tuapse explosent derrière eux. Ce blogueur s'en indigne également et critique directement la direction. Il décrit la situation comme un désastre. Des gens meurent au front, les gens deviennent fous dans le pays. Vous avez tout ruiné. Et vous avez détruit la confiance du peuple dans le gouvernement et les autorités, dit-il. Ensuite, il s'indigne que la direction dorme, qu'elle ne fasse que parler sans rien entreprendre. Dans chaque ville, beaucoup de jeunes sont enterrés parce que les commandants les envoient à l'abattoir. « Qu'est-ce que vous avez fait à notre pays, bon sang ?» demanda-t-il avec colère, avant d'ajouter rapidement d'autres insultes et des jurons. Des images publiées par la partie russe montrent un drone ukrainien lourd endommagé de type E-300, après une attaque de drone pendant l'opération. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le coup lui-même, mais surtout la réaction du côté russe. Car malgré les dégâts visibles que nous voyons clairement, même les sources russes rapportent que ces drones peuvent souvent continuer à voler et accomplir leur mission. Pour la Russie, c'est un problème supplémentaire. Même des tentatives d'interception réussies ne garantissent apparemment plus automatiquement qu'une attaque puisse réellement être stoppée. En même temps, ce cas montre aussi pourquoi les systèmes endommagés sont si importants pour l'Ukraine. L'unité concernée des forces armées ukrainiennes essaie actuellement de remettre en état précisément ces drones E-300 au lieu de les remplacer complètement. Cela économise du temps, des ressources et remet des systèmes opérationnels plus vite sur le front. Car au final, tout cela n'est qu'un avion télécommandé, qui peut transporter une ou plusieurs bombes à chute libre. Restons sur le sujet de l'avionique. Le blogueur militaire russe Fighter Bomber, que j'aime beaucoup citer car il rapporte généralement de manière très fiable du côté russe, signale la perte d'un autre hélicoptère Mi-8. Cependant, sans indiquer la raison. Je suppose que cela s'est encore produit à l'arrière ou à cause d'un problème technique, et non à la suite d'un tir ennemi. Si j'ai plus d'informations, je vous les transmettrai. En Crimée occupée, une nouvelle attaque ukrainienne aurait visé des structures clés de l'occupation russe. L'une des principales cibles aurait été, selon les rapports, un bâtiment du service de sécurité intérieure russe FSB à Amjansk. Selon les informations, plusieurs drones ont frappé la zone ciblée, rendant la situation délicate en raison de son emplacement. Autour du bâtiment, il y aurait de nombreux logements et installations utilisés par l'armée russe et les forces de sécurité. De ce fait, l'attaque a probablement eu des répercussions bien plus importantes que sur une seule cible, surtout sur le plan psychologique. D'après les premières informations, au moins 5 personnes sont décédées et plus de 200 blessés sont estimés, bien que je trouve ce chiffre un peu élevé. Si ces chiffres se confirment, il s'agirait de l'une des attaques les plus graves contre les structures de sécurité russes en Crimée au cours des derniers mois. Mais ce n'est pas tout. Le renseignement militaire ukrainien a encore étendu ses attaques contre la logistique russe en Crimée. L'accent a été mis principalement sur le réseau ferroviaire, qui joue un rôle central dans le transport de carburant, de munitions et d'équipements militaires. Selon l'unité spéciale Primary, plusieurs frappes de précision ont été menées directement contre des trains en marche en avril. Les cibles étaient principalement les locomotives elles-mêmes, qui assurent le transport militaire. Un wagon-citerne a également été touché. Cela a une importance militaire, car ces transports sont essentiels pour approvisionner les unités russes, notamment en Crimée et dans le sud de l'Ukraine. Sans logistique ferroviaire, déplacer du matériel sur de longues distances devient bien plus difficile. Et c'est précisément ce que semblent viser ces attaques.
C'est particulièrement sensible en Crimée. La péninsule dépend fortement de routes d'approvisionnement fonctionnelles, et c'est précisément cela qui est actuellement pris sous un feu nourri. Mais ce n'étaient pas les seules attaques en Crimée. Un avion russe BE-12, 3 bateaux et un navire de soutien ont également été touchés. Nous avons donc des trains, des avions, des bateaux, des unités de ravitaillement et un ensemble de bâtiments. Le schéma devient de plus en plus clair. D'abord, les ferries reliant la Crimée ont été attaqués. Pendant ce temps, les capacités de défense aérienne ont été réduites par des attaques contre les systèmes de défense aérienne et certains radars. Et maintenant, des cibles plus au centre de l'île sont attaquées. L'Ukraine démantèle petit à petit la présence militaire russe en Crimée. Non seulement par une grande attaque, mais aussi par des frappes ciblées sur les éléments nécessaires à la Russie pour contrôler la zone. Merci pour vos suggestions. Merci aux abonnés, membres et à la Albi Crew. Remerciements au lieutenant-colonel Rennecke et salut à Ferdinand Mayerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez. À bientôt pour le prochain rapport de situation.